Bonjour, mon nom est Gabriel Dionne et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le programme de batterie tiré du programme externe de musique jazz pop au Cégep de Rimouski. Alors, c'est un grand plaisir de faire ça pour vous cet après-midi, même si vous le visionnez là, en soirée chez vous, en pyjama. C'est pas un cours, c'est vraiment juste un survol des différentes techniques et approches que je trouve fondamentales à apprendre dans les 5 premières années d'études de la batterie. Alors, ce programme-là est sur 5 ans. On vise, bien entendu, enfin, ça se fait assez bien sur les 5 années du secondaire, mais c'est vraiment ouvert à tous. Alors, il n'y a pas d'âge pour faire de la musique. Et puis, je vous invite vraiment à venir en grand nombre participer à ces programmes externes-là. Alors, je suis vraiment pleinement conscient qu'il y a plusieurs façons, plusieurs chemins qu'on puisse prendre pour arriver aux mêmes objectifs. Donc, vous êtes assuré d'avoir mon entière confiance sur les façons de faire. Moi, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est simplement mes approches à moi. Alors, c'est ma façon de voir les choses, ma façon de l'enseigner aussi. Je vous montrerai ceci. Mais vous avez vraiment toute ma confiance à savoir si vous faites les choses différemment, c'est tout aussi bon. Il n'y a vraiment aucun problème, là. Alors, il fallait vraiment dans ce programme-là établir des paramètres bien précis pour qu'on puisse s'y retrouver. Et puis, j'ai ciblé quelques méthodes. Ce sont des méthodes qui sont pas tous très connues, mais moi, je les trouve très pertinentes. Alors, c'est la raison pour laquelle je les ai choisies. La première que j'ai choisie s'intitule Speed and Endurance Studies. C'est fait par Nick Ceroli. C'est distribué chez Alfred. C'est vraiment une belle méthode. Vraiment toute simple à lire. C'est des doubles croches, des croches. Il n'y a aucun rythme de syncope. Il n'y a pas d'accent. Il y a un petit peu d'accent, mais enfin, c'est très facile d'approche et c'est simplement des exercices sur 2 pages. Enfin, il y a plus que 2 pages, là, mais chaque exercice comporte 2 pages. Et puis, on s'en sert pour se réchauffer, pour développer l'habileté des 2 mains. Et puis, travailler l'endurance, travailler la flexibilité, la souplesse, le jeu à la caisse claire. L'autre méthode que j'ai choisie, c'est Alfred's Drum Method. Un petit peu plus traditionnelle, celle-ci. On voit l'approche des rudiments, la lecture de rythme. Il y a des études, il y a des petits solos. Il n'y a pas de batterie, c'est vraiment la caisse claire. C'est le jeu à la caisse claire qui est si important, comme vous le savez comme moi. La troisième méthode que j'ai choisie, c'est Technique de batterie par Martin Laforêt. Très peu connu, sauf pour ceux qui suivent des cours à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent, puisque c'est une méthode qu'un ex-élève, Martin Laforêt, qui à l'époque enseignait à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent, a concocté ce recueil de techniques de batterie. Et je trouve ça vraiment très bien fait, très exhaustif. C'est un manuel de plus de 200 pages. C'est une édition maison, bien fait, spiralée, facile d'accès. Et puis, ça couvre vraiment une panoplie l'ensemble du jeu de batterie. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté sur cette méthode-là qu'on emploie à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent. La 4e méthode, c'est Boucle et solo de Gaboom. Je vous laisse deviner qui est Gaboom, mais c'est une méthode tout à fait ludique avec des grooves en boucle. Alors, c'est échelonné sur 5 niveaux. Le premier niveau, on l'appelle bronze. Le deuxième, argent. Le troisième, je vous le donne en 1000, or. Mais le 4e, c'est rubis. Et le 5e, saphir. Alors, les jeunes aiment bien se rendre, avoir le sentiment du défi relevé quand ils arrivent au rubis ou au saphir. Alors, ce sont des boucles à faire de mémoire. Et puis, c'est complémentaire à toutes les autres méthodes. C'est aussi une écriture très, très simple qui n'emploie que des noirs et des croches. Mais attention, ça va très loin au niveau de l'indépendance. Alors, il y a des beaux défis là-dedans. Et la dernière que j'ai choisie, c'est Jazz Standards par Brian Fullen. C'est distribué chez Hal Leonard. C'est une méthode qui est assez bien faite. Il y en a tellement de méthodes de jazz, mais bon, il fallait en choisir une. J'ai choisi celle-là. Une des raisons pour lesquelles je l'ai choisie, c'est qu'il y a 12 play-along, 12 standards de jazz, de tous les styles, latin,
un petit peu shuffle, jazz, swing, ballade. Il y a un petit peu de tous les styles. Et ce sont 12 standards très connus. Donc, ça familiarise ceux qui veulent entendre cette musique-là, enfin, qui ne connaissent pas vraiment cette musique-là et qui veulent jouer avec un band, là. Donc, ce sont les 5 méthodes que j'ai choisies pour le programme. Mais j'aimerais aussi vous spécifier qu'il y a vicfert.com, que vous connaissez sans doute, qui est un site Internet avec un océan d'informations, autant sur la caisse claire que sur la batterie, que sur la percussion. Donc, je vous encourage à le partager à vos élèves. Il y a aussi une application qui est intéressante qui s'appelle iReal Pro, qui se vend en bas de 10 $ ou quelque chose comme ça. Et ça nous donne accès à plus de 1000 pièces duquel on peut changer les instruments, enlever la batterie, mettre la basse. Enfin, c'est un outil, changer les tempos. C'est un outil vraiment, vraiment intéressant que je vous recommande. Ça s'intitule iReal Pro. Si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez trouver ça. Il y a vraiment plus de raison pour jouer sans play-along ou sans support audio, là. Il y a bien entendu le bon vieux métronome, mais le métronome peut venir un petit peu rigoureux à la longue. C'est-à-dire qu'on n'a pas de forme, on n'a pas vraiment de structure de mesure. Alors que sur une application comme iReal Pro, on a vraiment le sentiment de la forme. On peut se faire des boucles de 4 mesures. Et puis, on a la chance de jouer avec, si on le veut, avec un bassiste ou une bassiste qui est toujours de bonne humeur, tout le temps de bonne humeur, qui veut tout jouer à toute heure du jour, n'importe quand, n'importe où. Alors, c'est mes recommandations pour mon programme externe. Alors, la première année du programme externe, comme moi, vous savez l'importance de jouer de la caisse claire, de mettre une emphase sur la technique de tenue de baguette, le son, le mouvement, la souplesse, la précision du rythme, la compréhension des rythmes. C'est vraiment super important avant d'aller un petit peu partout là, sur la batterie. Donc, un pad, un métronome, iReal Pro avec un bassiste qui joue de bonne humeur, ça fait l'affaire. La première chose sur laquelle moi, j'aime mettre un emphase, bien entendu, la tenue. Bon, vous savez comment tenir les baguettes. On joue au centre. On a une position très relaxe. Si on est debout, il n'y a pas de problème. On est normalement droit. Si on est assis, on a souvent tendance à rouler le dos. Alors, on essaie de rouler le bassin plutôt pour garder une belle position. Surtout quand on est jeune. Je pense que c'est important, dès le jeune âge, de garder une position là, optimale. Donc, on joue au centre de la caisse claire. Et puis, le premier réchauffement fait référence au roulement un coup. Et c'est tiré de Speed and Endurance. C'est la page 6 et 7. C'est vraiment très simple. C'est en 4/4. Le premier numéro, il y a un temps de double croche, puis 3 temps de croche. Le deuxième numéro, il y a 2 temps de double croche, puis le reste en croche. Le troisième numéro, c'est 3 temps de double croche, etc. Puis ça se rend jusqu'au numéro 8. Donc, ça remplit de double croche. C'est vraiment très simple. Et le doigté est le suivant. Etc. Donc, ça nous permet de cibler vraiment le mouvement, avoir l'attention sur la souplesse du mouvement, la précision du jeu. Et puis, vous avez remarqué, je ne l'ai pas fait vite, puis c'est important de ne pas le faire vite, de faire un son, ce que j'appelle un son blanc, pas d'accent, aucun stress, vraiment très, très, très limpide pour juste développer le mouvement de poignet. À un jeune âge, on a souvent tendance à associer la musique à un concours de vitesse. Plus c'est vite, plus c'est beau. Mais en fait, il faut leur montrer que la musique, c'est un concours de beauté. Tu sais, ça n'a rien à voir avec la vitesse. Donc, quand c'est beau, quand c'est souple, quand c'est bien centré, c'est vraiment plaisant. C'est ça qui est l'essence de la musique. La vitesse vient plus tard. À force de faire ça, la vitesse s'installe. Donc, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui peut servir de réchauffement autant que l'endurance, là.
Une panoplie de rudiments, il y en a comme 4 ou 5, mais celui que les jeunes aiment apprendre, c'est bien sûr le paradiddle. La manière que moi je l'approche toujours du fait que c'est un onomatopée. Le paradiddle, c'est un mot anglais, et quand on le prononce à l'anglais, c'est vraiment paradiddle. Alors, il y a un accent sur le pa, ce qui veut dire qu'il y a un son plus fort. Et puis le diddle, c'est vraiment le petit 2 coups qu'on retrouve dans chaque main. On a un paradiddle. J'insiste aussi sur le fait que le son moyen qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un son, disons, mezzo forte. Puis le paradiddle, l'accent, c'est un forte, alors que les petites notes sont, bon, mezzo piano, un peu moins fortes. Donc, pas trop douces, mais un peu moins fortes. Ça ressemblerait à ceci. Alors, on a l'accent qui est plus fort que les sons tout à l'heure, puis les petites notes qui sont plus faibles. Donc, ça fait déjà trois vélocités à contrôler là, dès la première année. Être conscient de ça. Alors, bien sûr, ça peut se faire plus rapide que ça, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être en contrôle. Dans Alfred's Drums Method, j'ai ciblé quelques pages. Je vous fais un extrait du solo numéro 3, simplement les 2 premières lignes, sans reprise, simplement pour vous montrer que c'est une méthode qui est quand même intéressante. Les premières années ont du plaisir à le faire, et puis il y a quand même un petit défi rythmique là. Alors je le fais, pas trop vite. 1, 2, 3 et 4. Alors, quelques nuances. Il y a des fortes, il y a des mezzo forte. Si on va plus loin, il y a des pianos, des crescendo, des diminuendo, toujours sur des rythmes simples. Faut noter aussi que dans cette méthode-là, il y a toujours 2 lignes. C'est peut-être le petit défaut de cette méthode-là, je trouve. Là. Il y a une ligne pour la caisse claire, puis une ligne pour le joueur de grosse caisse. On le met dans un contexte d'un concert band. Donc, il y a le joueur de caisse claire debout en arrière, puis la grosse caisse à côté. Donc, c'est vraiment 2 musiciens et non pas une partition qui se fait avec une grosse caisse à pédale. Je trouve qu'au niveau de l'écriture, ça surcharge, mais c'est pas grave, on finit par s'habituer. Dans la méthode technique de batterie de Martin Laforêt, il y a des grooves plus rock. C'est l'approche de la batterie vraiment, là. Alors, une main droite au hi-hat, une caisse claire backbeat bien assumée, une grosse caisse bien assumée aussi. Et là, on place les rythmes pour la première fois. Je vous fais simplement pour vous donner une idée là, de la page 87, le numéro 7 suivi du numéro 16. Ça va donner ceci. 1, 2, 3 et 4. Le 16. Bien entendu, on peut faire des boucles. On peut s'amuser avec ça. On n'est pas obligé de garder une mesure. On peut vraiment, par exemple, souder ces 2 mesures-là ensemble, ce qui donnerait ceci. Et là, je crois qu'au début, c'est peut-être plus facile de faire un hi-hat très égal, hein, avoir ceci, par exemple, hein, etc. Mais dès la première année, on peut leur inculquer ce mouvement-là, d'après moi. Ça dépend toujours de l'élève. Ce sera à vous de juger. Mais je pense que c'est important d'avoir cette espèce de swing-là. Ouais, c'est pas un swing, là, mais ce mouvement-là, je dirais, avec l'avant-bras. Alors ça, c'est ce qu'on voit dans cette méthode-là. Et dans les boucles et solos de Gaboom, je vous fais l'exemple qu'on retrouve dans le niveau bronze, la boucle 12, lettre D. C'est un groove qui fait appel à un petit peu plus de syncope à la caisse claire, mais ça se fait très, très bien. Puis au niveau de l'écriture, ce ne sont que des noirs et des croches. Donc, ça va comme suit.
1, 2, 3, 4. Et moi, j'insiste sur le fait que l'élève doit me jouer ça de mémoire. Donc, il peut regarder la partition, commencer à la jouer, faire la boucle, mais après un certain moment, après l'avoir fait 2, 3, 4 fois, il doit quitter les yeux de la partition puis vraiment me le faire comme il le sent, c'est-à-dire de mémoire, vraiment dans son corps, une espèce de mémoire de rythme. Donc, ça couvre l'essentiel de la première année. Alors, la deuxième année, il y a encore une liste de rudiments à voir, dont le roulement de 9 coups. Et la manière que je le vois, en fait, parce que c'est toujours un peu embêtant, là, c'est de le voir comme si c'était 4 doubles et une noire. Donc, on a 4 doubles noirs. 4 doubles noirs, aussi lent que ça. Ça va nous permettre ensuite de faire des rebonds à l'intérieur. Donc, si je prends le doigté droite, gauche, droite, gauche, droite, et que je double avec un rebond, j'aurai en tout 9 coups. Alors, je vous fais la démonstration, là. Et là... J'ai vraiment doublé le doigté. C'est un principe bien, bien simple là, qu'on peut appliquer à plusieurs rythmes. Donc, les exercices là, sont innombrables. Bien sûr, on peut mettre un peu de vitesse. On peut raccourcir le temps entre chacun. On peut passer d'un côté comme de l'autre. Donc, si je fais un petit saut dans le temps, puis après 2 semaines, l'élève pourrait faire 4 doubles croche et l'inverser d'un côté à l'autre. Alors, ça donnerait ceci. Alors, c'est ce principe-là. Puis, bien sûr, mettre de la vitesse, mais c'est surtout du contrôle. Dans Alfred's Drum Method, je vais vous faire l'extrait du solo numéro 8. Les 2 premières lignes, encore une fois, de 2 façons. Je trouve ça intéressant de le faire comme ça. La première façon, c'est, en anglais, on dit « right hand lead ». Alors, la main droite est la main guide. Donc, chaque pulsation de cette étude-là commence par une droite. Les autres suivent. Donc, ça va donner ceci. 1, 2, 3 et 4. Alors, vous avez remarqué que chaque pulsation était jouée par une droite. C'est une façon intéressante de bien sentir le rythme. Le doigté ne change pas, il est toujours du même côté. Là, j'ai mis le hi-hat. C'est absolument pas nécessaire pour l'élève de faire ça, mais s'il veut le faire, il est le bienvenu. D'ailleurs, moi, mon grand-père était violonneux puis il tapait du pied. Puis si j'y disais « Grand-père, arrête de taper du pied », il était plus capable de jouer son violon. Ça peut être assez facile de rajouter le hi-hat, mais si l'élève n'est pas prêt, il n'y a vraiment pas de problème. L'autre façon de faire ce même solo-là, c'est de constamment alterner les mains. Donc, après une droite, on joue une gauche, et après une gauche, on joue une droite, comme une machine mécanique, là, tout en restant en souplesse. Alors, je le refais. 3, 4. Ça demande un petit peu plus de contrôle parce que le rythme change d'un côté et de l'autre. Ça ne paraît pas comme ça à l'oreille, mais quand on le fait, ça paraît. Donc, ces 2 façons-là peuvent être intéressantes. Au niveau de la technique de batterie, de la méthode de Martin, il y a bien sûr, on a vu le rock tout à l'heure dans
à partir de première année. Mais il y a aussi toutes sortes d'exercices, dont celui-ci que je trouve intéressant. C'est un exercice d'indépendance, mais des deux mains. Alors, normalement, dans la batterie, la main droite est très sollicitée. Elle a un rythme bien défini à tenir. Puis la main gauche, elle, souvent, fait juste un backbeat. Elle est plutôt lay-back. Tu sais, elle se la coule douce, la main gauche. Alors que la main droite, elle travaille. Donc, ici, c'est le contraire. Ça fait un peu travailler la main gauche, puis ça fait du bien de faire ça. Donc, il écrit des noirs à la main droite, au hi-hat, et des rythmes en croche, avec bien sûr des silences, à la main gauche, à la caisse claire. Donc, ça donne ceci. 3, 4. Etc. Donc, restez toujours en souplesse, mais jouez avec une précision, une grande précision, en fait. Évitez les deux coups qui ne sont pas tout à fait ensemble, vraiment bien placés ensemble, ces deux mains-là. Il n'y a rien qui empêche de jouer comme ça, il n'y a rien qui empêche de jouer comme ça ou comme ça. C'est vraiment... ça peut même se faire sur un tambour, mais c'est moins intéressant parce que les deux baguettes doivent jouer en même temps, ce qui fait que le son n'est pas intéressant, là. Mais il y a plein de belles choses à faire avec ça. Dans le Jazz Standards, il y a le chapitre au niveau du swing. Et le swing, contrairement au rock, se passe au niveau des métaux. Hein? Le rock, c'est vraiment la grosse caisse, la caisse claire qui fait le groove, alors que le swing, ce sont les cymbales, vous savez comme moi. Alors, c'est important de faire ce mouvement-là, à la ride, appuyé par le hi-hat sur 2 et 4. Alors, vraiment, utiliser un mouvement souple. Et ici, probablement que vous êtes comme moi. Hein? Vous hésitez quand est-ce dire à l'élève de tourner sa main. Hein? Parce qu'on leur enseigne de jouer comme ça à la caisse claire. Et là, tout à coup, à la ride, ça n'a pas vraiment de sens de jouer le poignet comme ça. Donc, on leur dit puis pas. Il faut leur dire, en fait. Donc, il y a comme deux façons de jouer. Puis, à un moment donné, le corps se moule. Quand il joue à la caisse claire, il joue comme ça. Les tomes aussi, il va à la ride. Le pouce vient sur le dessus, puis la souplesse reste là. Donc, peut-être leur dire tout de suite, là. Alors, le swing, vraiment bien relax, les bras pendants, le dos bien droit. Et puis, on fait swinger ça. Hein? Souvent, dans le swing, on a tendance à faire un beat comme tel, avec la grosse caisse ou la caisse claire. Hein? Toujours le même beat, un peu comme on ferait dans le rock, par exemple. Mais il faut, dès le départ, leur dire que non, c'est vraiment pas comme ça, c'est autre chose. Donc, on a le swing qui est ça. Ça, c'est le beat. Maintenant, on l'embellit avec des jeux de caisse claire puis des jeux de grosse caisse qui sont en réaction avec ce qu'on entend. Bon. C'est toujours un peu, ouais, mais qu'est-ce que j'entends là? Je ne sais pas quoi jouer. Donc, on peut commencer par placer une caisse claire puis se faire une phrase mécanique, là. Mais moi, j'aime beaucoup le fait de faire une mesure de swing, cymbale hi-hat seulement, et ensuite une mesure avec quelque chose avec la caisse claire ou la grosse caisse. Puis ensuite, une mesure, simplement les cymbales, et ensuite quelque chose avec la caisse claire et la grosse caisse. Ça donne ceci, par exemple. 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai mis une caisse claire, simplement. Et vous avez remarqué que j'ai mis la caisse claire pas sur un temps. Et je pense que c'est important, dès le départ, de faire tout de suite la levée. Parce que c'est là que ça se passe, c'est là que ça swing. On ne mettra pas une caisse claire sur 1. Ça ne swingera pas. C'est un bel exercice, mais ça ne swing pas. Un exemple. Ça ne swing pas.
je ne dis pas que c'est impossible de faire ça là. Il y a tout à fait des accents sur le premier temps. Il peut y avoir ça. Mais ce n'est pas là que ça swing. C'est un effet, c'est un accent, c'est un punch. Mais en fait de phrase, il y a beaucoup mieux que ça. Donc, les levées sont vraiment celles qui sonnent le mieux. Donc, je vais vous faire un extrait de cette méthode-là, là, tiré de Jazz Standards. Il y a 4 mesures, là, du numéro 9 à 12. Je vous fais ça, vous allez voir, ça swing tout seul. L'autre. L'autre. Et le dernier. Alors, il n'y a pas un son, ni la grosse caisse, ni la caisse claire, qui est sur un temps. C'est toujours une levée. Alors, c'est le « et » du 2, le « et » du 3, le « et » du 4. Et c'est là que ça se passe, le swing. Et le fait de faire toujours une mesure de swing entre chaque permet que ce ne soit pas un groove tellement, là, pas tellement quelque chose de récurrent à toutes les mesures. Donc, ça fait déjà une phrase de 2 mesures. On peut tout de suite, je crois, parler de fil dans le swing. Alors, si on fait simplement des croches en swing sur la caisse claire, on a... Et sur le premier ton, on arrive sur la cymbale. Si je le fais comme ça, ça va être correct. Je vais le faire. Mais ça sonne un petit peu vert, pour employer une expression. C'est-à-dire, c'est correct, mais il manque quelque chose. Puis ce qui manque, c'est justement la petite syncope ou le contretemps dont on parlait, là, le « et » qui est tellement important dans le swing. Donc, au lieu de faire le punch sur le premier temps, on va le faire sur le « et » du 4, juste avant le premier temps. Et dans le swing, si on écoute cette musique-là, on se rend compte que c'est presque lui le temps fort de la mesure, le « et » du 4. Hein? On entend souvent la basse qui fait... Ce « boum » que je viens de faire là, c'est vraiment le « et » du 4. Non? 1, 2, 3, 4, et, ta, 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 ça. Donc, la fin du fil se terminerait sur le « et » du 4, ce qui est absolument pas naturel au tout début, mais qui va le devenir en le faisant. Donc, je le fais. Donc, si on marie les phrases ponctuées de caisse claire, de grosse caisse, qu'on fait ce fil-là très simple, juste des croches, finir sur le « et » du 4, on est en business. On swing déjà. C'est déjà exactement ce que les pros font. Ils font ça. Ils font vraiment ça. Ils font autre chose aussi, mais ils font ça entre autres. Donc, amusez-vous à faire ça. Sur les croches, vous pouvez leur demander d'orchestrer un peu leur croche. Alors, au lieu de faire simplement la caisse claire, on peut se servir des autres tambours. Hein? Ça devient quelque chose de vraiment le fun, de varié, et puis c'est vraiment intéressant. Il n'y a rien qui empêche aussi de mettre des silences à l'intérieur de ces croches-là. Alors, au lieu de faire toutes les croches, on en enlève une, puis ça fait toute la différence. La preuve, 1, 2, 3, 4. Puis là, j'ai terminé sur 1. Donc, je refais mon exemple. Et voilà. Donc, c'est toujours les mêmes doigtés, le même rythme. On enlève simplement des sons. On finit sur le « et » du 4. Puis ça swing. Ça swing tout seul. Ça conclut pas mal la 2e année. Mais, c'est pas dans le programme. Mais je vous lance un petit défi. C'est un petit défi de 2e année. Et c'est celui de faire un paradiddle par-dessus des pieds. J'ai même un nom à vous proposer. Ça va être notre carnaval du paradiddle. On va faire juste des paradiddles avec ça. Alors, c'est un carnaval. On est au Québec. Il fait froid l'hiver, puis il fait froid l'été. Alors, on a des carnavals de paradiddle à 12 mois par année.
Les pieds vont marcher comme ça en croche. Boum, chick, boum, chick, boum, chick. Toujours en croche. Et la caisse claire, elle, joue des doubles croches. Il s'agit de faire des paradiddles. Donc, vraiment le doigté de paradiddle par-dessus les pieds. Les jeunes aiment beaucoup faire ça. Il y a des petits défis de synchronisme, de coordination qui sont intéressants puis qui sont ensuite tout à fait applicables à la batterie. Alors, j'y vais en croche. 1, 2. Et on s'assure que tous les sons arrivent toujours en même temps. Si l'élève, il y en a vraiment jusqu'ici, là, il y en a même par-dessus la tête pour faire ça, on arrête là. Mais s'il est capable de faire ça, puis il en veut vraiment, faites la même chose, mais à contre-temps. Donc, les paradiddles, les accents seront sur les contre-temps. Donc, en même temps que le hi-hat, plutôt qu'en même temps que la grosse caisse. Ça donne ceci. 1, 2, 3. Et le but, c'est de jouer sans effort, sans tension, toujours en souplesse, en contrôle. La musique, ce n'est pas un concours de vitesse. Encore une fois, c'est un concours de beauté. Amusez-vous. Alors, la 3e année du programme, on y retrouve encore une panoplie de rudiments, dont le flam-accent. C'est un rudiment que j'aime particulièrement. Il est très utilisé à la batterie, développe bien les poignets, mais une nouvelle technique qui est le flam. Je n'ai pas à vous démontrer ce que c'est, mais je peux vous dire que moi, je l'utilise avec mes élèves de 2 façons. C'est-à-dire, la première façon, je le fais en triolet. Vraiment, flat, ta, ta, flat, ta, ta, flat, avec un bel accent. C'est une manière conventionnelle de le faire. Une autre façon de le faire, et puis je le trouve très intéressant, puis déjà en 3e année de programme, on est capable de faire ça, c'est de le penser en double croche. Mais le petit hic, c'est qu'il y a 3 notes. Donc, il y a comme une petite syncope à les placer, là. Il y a un petit élément rythmique qui est vraiment intéressant. Donc, si on a ce tempo-là, à la noire, et qu'on pense double croche, flat, ta, flat, ta, flat, flat, ta, flat, ta, flat, sans changer le doigté, ça va donner ceci. Et à partir de là, on peut le commencer sur le contretemps, on peut s'amuser, on peut le commencer sur la 2e double croche si on veut s'amuser avec un élève qui performe. C'est vraiment libre à vous. On peut les mélanger, mais c'est une belle façon de faire le flam-accent. Dans Alfred's Drum Method, il y a une combinaison d'études qu'on retrouve à la page, c'est à la page 49. Je vais vous la faire. Parce qu'il y a des beaux élans de triolet de double et de sextolet de double. Ce qui fait, et c'est toujours alterné, alors c'est finalement mettre en étude 2 rudiments qu'on retrouve dans les 40 de Vic Firth. C'est le 4-stroke roll et puis le 7-stroke roll. Donc ça donne ceci. 1, 1, 1. Alors, ici, la tendance naturelle, c'est d'accélérer quand il y a les triolets de double. Il faut bien asseoir le tempo. Encore une fois, je l'ai fait avec un hi-hat. Ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire avec un métronome ou avec iReal Pro ou n'importe quoi. Mais c'est une belle étude de triolet de double croche. Dans les beat rock, on emploie souvent les croches comme ça. On voit ça là, dès la première année. Ce mouvement-là. On peut le faire aussi en double croche, bien sûr, sur le hi-hat. Les mêmes grooves peuvent se faire en double croche. Hein? On peut les faire en noir aussi. Donc, on peut vraiment s'amuser là-dessus. Les seules variations, c'est la main droite. Hein? En croche, en double croche, en noir. Maintenant, on peut le faire aussi en contretemps.
Et là, ça devient intéressant parce que ce n'est pas un mouvement qui est aussi naturel que les trois autres que je viens de nommer. Mais c'est important d'aller chercher ce mouvement-là. Donc, avec un groove simple, comme celui-ci, si je le fais avec un contretemps au hi-hat, ça donne ceci. 3, 4. Ça l'habille autrement et ça lui donne une saveur qui est intéressante. On peut le faire au hi-hat, c'est-à-dire à la ride, accompagné du hi-hat. À ce moment-là, si un élève est capable de faire ça, tant mieux. Alors, comme mon grand-père qui jouait du violon puis qui tapait du pied, on tape du pied le tempo. On a cette main-là qui va faire, des contretemps et le groove qui va se faire en dessous. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, avec un peu de travail, on peut aller chercher une souplesse, une précision de jeu. Dans le jazz, il y a un groove, enfin, dans la famille des jazz, on a un groove qui s'appelle le shuffle. Et le shuffle, c'est le plus rock des beat swing, ou c'est le plus swing des beat rock, en fait. C'est un ou l'autre, là. Il y a plusieurs façons de le faire. Une façon que moi, j'aime beaucoup faire, c'est garder la main droite comme si c'était un swing. C'est-à-dire, on fait noir, 2 croches en swing. Mais on fait au hi-hat plutôt que de le faire là. Et à la main gauche, et c'est là que ça devient un petit peu plus embêtant, mais comme on a travaillé notre main gauche dans la deuxième année, depuis la deuxième année, on devrait être bon pour faire ça. C'est de faire 3 coups d'affilée avec la main gauche, mais avec la deuxième plus forte que les 2 autres. Donc, celle du centre est vraiment plus forte. Ce qui veut dire qu'on a un son doux, suivi d'un son fort, suivi d'un son doux. Et ça, c'est un mouvement qui n'est pas facile. J'en suis pleinement conscient, mais les élèves vont y arriver, j'en suis convaincu. Donc, si on met les 2 mains ensemble, ça va donner ceci. Les 2 accents arrivent en même temps. Mais les 3 sons que chacune des mains font n'arrivent pas exactement en même temps. Je le refais. 3, 4... Ça prend un petit peu de temps pour que les jeunes finissent par le vivre, ce rythme-là. Là. Mais que le corps finisse par le comprendre. Mais c'est possible. Il s'agit simplement ensuite d'ajouter une grosse caisse à tous les temps. Taper du pied avec la grosse caisse. On est en business pour le shuffle. C'est la même chose si on le fait à la ride. On garde cette main droite-là identique. La caisse claire ne bouge pas, la grosse caisse ne bouge pas. On rajoute simplement le hi-hat qu'on retrouve dans le swing. Donc, les mains font ceci. Une fois que c'est fait, mettre un peu de vitesse, mais c'est toujours aussi limpide. Puis ça sonne vraiment super bien. Ça conclut la 3e année. Mon défi carnaval du paradiddle, cette fois-ci, est différent. On a dans la liste des rudiments qu'on voit en 3e année le paradiddle double, le double paradiddle. Hein? Paradiddle. C'est un rudiment de 6 notes. Alors, si on en fait 2, on a déjà 12 notes de fait. Si on rajoute à ça un paradiddle simple, on a 16 notes. Si on est en double croche puis qu'il y a 4 temps dans une mesure, on arrive aussi à 16 doubles croches. Donc, en 4-4, en double croche, faire 2 paradiddles doubles suivis de 1 simple, tout en gardant les pieds. Donc, ça fait un motif intéressant, un petit défi que les jeunes aiment relever, pour la grande majorité en tout cas. Donc, ça donne ceci. 1, 2,
fois que ça c'est fait puis bien maîtrisé, ce que vous pouvez leur demander de faire, c'est de faire des permutations. Normalement, chez les jeunes, quand on dit des permutations, ils font Alors, il faut leur expliquer. Une permutation, c'est simplement changer les meubles de place. Alors, on a un double et un simple. On prend le simple, puis on le remet au début. Ça va nous faire un simple, double, double. Ou on peut faire le simple au milieu, faire une sandwich de simple. Hein? Un double, un simple et un double. Donc, ça donne des rythmes qui sont différents. C'est facile à mémoriser. Et puis, on peut vraiment s'amuser à placer ça pour que ce soit bien vis-à-vis. Encore là, lentement, en contrôle. La vitesse vient plus tard. Elle vient en le faisant. Toujours garder la souplesse. 4e année. Là, on commence vraiment à jouer. Là, ça fait déjà 3 ans. On commence notre 4e année. Les rudiments, on en connaît pas mal. On connaît probablement même, parce qu'on est allé sur vicfert.com, on en connaît probablement plus que le programme en demande. Et c'est parfait. C'est excellent. Flamme tap. Le flamme tap, pour moi, c'est un rudiment essentiel pour les batteurs. Et la raison pour laquelle il est un petit peu plus tard, c'est qu'il y a des petites subtilités dedans qu'on ne retrouve pas chez les autres. Et la subtilité, c'est celle que l'appoggiature ou le flamme comme tel n'est pas nécessairement un accent. Et ça, c'est une notion qui est, par expérience, c'est pas facile à digérer. Quand on fait un flamme, ce mouvement-là provoque presque un accent. Puis là, il faut se défaire de ça. Alors, il peut y avoir un accent, mais ce n'est pas nécessaire, autant que les autres rudiments. Donc, le flamme tap, c'est un rudiment qui ronronne quand on met de la vitesse dedans et qui doit se faire sans effort. Donc, comme ceci. C'est peut-être un petit peu rapide au début. On peut commencer moins vite que ça. Là. Mais j'insiste sur le fait qu'on ne doit pas mettre d'accent. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire une série de flamme tap, suivie d'une série de flamme tap avec des accents. Etc. Ce n'est pas du tout le même son. Et quand on applique ceci à la batterie, on a souvent ce mouvement-là à la main droite. Et la caisse claire vient appuyer ça. Là, je vais le faire très mécanique, là, mais ça rejoint un peu l'idée du flamme tap. Là. Ou l'inverse. On a souvent ce jeu-là à faire. Alors, si on est habitué à faire de gros accents, ça va être un petit peu trop mordu sur la ride. Alors, le faire vraiment ronronnant, ça, c'est le flamme tap. Une autre façon de le faire, c'est de le faire en swing ou en 6-8. Hein? Au lieu de faire flat, ta, flat, ta, flat, ta, flat, on ferait flat, ta, flat, ta, flat, ta, flat, ta, flat. On rencontre ça dans la musique, je vous dirais plus militaire, là, mais c'est quand même un mouvement qui est intéressant à travailler. Alors, ça donne ceci. Et justement, l'étude que je retiens pour ça, tirée de Alfred's Drum Method, fait l'éloge de ça. Le flamme tap en swing, sans accent, combiné au flamme accent qui, lui, a des accents. Écoutez ça. On le retrouve à la page 67. 1, 2, 1, 2. Alors, on a des flammes qui ont des accents, des flammes qui n'ont pas d'accent. On a le flamme tap en 6-8, le flamme accent. C'est une étude qui est vraiment intéressante. Les fils sont intéressants. On peut mettre des doubles croches sur différentes surfaces. On peut aussi utiliser des triolets, bien sûr. Mais le point sur lequel on pourrait insister, rendu à cette étape-ci, à la 4e année, c'est la combinaison des mains et des pieds. Donc, des triolets, mais on remplace un triolet par une grosse caisse. Un exemple très facile à faire serait de
de faire un premier triolet et un deuxième triolet qui commence avec la grosse caisse, qui, elle, va tomber sur le deuxième temps. Ça donnerait ceci. Un, ta, 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 ta. Ça donne un motif qui est intéressant puis qui vit. Il y a comme un mouvement dedans. Le fait que la grosse caisse n'est pas sur le premier temps rend ce mouvement-là intéressant. Donc, on peut le faire bien sûr avec un hi-hat. Ça tombe bien parce que la grosse caisse va tomber en même temps qu'un hi-hat. On peut l'orchestrer, bien sûr. On peut vraiment s'amuser autour de ça. On peut s'en servir aussi comme fil. Enfin, c'est sûr qu'on peut s'en servir comme fil, comme descente, comme passe. Là. Donc, si on fait un rythme swing, par exemple, alors ça peut être intéressant comme remplissage. Il y a un rythme qui est vraiment intéressant, qui nous vient du Brésil, qui s'appelle la bossa nova. La bossa nova, vous la connaissez comme moi. La main gauche joue comme ceci. La main droite est au hi-hat. On a une grosse caisse qui remplace le sourdo, en fait. Donc, on a le clavier 3-2 qui donne ceci. On peut faire un hi-hat très égal, hein, comme ceci par exemple. Mais moi, je préfère vraiment de faire un son un peu plus fort, puis suivi d'un son un peu plus doux. Ça donne un petit peu un mouvement d'un shaker, là. Check, 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 et non pas chit, 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 chit. Ce qui, pour moi, sonne un peu comme des grelots. C'est pas des grelots, c'est vraiment un shaker. Donc, ça sonne peut-être un peu plus léger, comme ceci, là. Mais si la pièce demande quelque chose de très égal, ça peut être comme ça aussi. Maintenant, le clavier 2-3, ce qui est exactement l'inverse, va donner ceci. Vous le savez comme moi. Ce que j'aime faire avec mes élèves, c'est passer de l'un à l'autre. Parce que souvent dans la musique, c'est ce qui se passe. On a la section A d'une pièce qui est un clavier 3-2. Et tout à coup, tout le band change. Je parle au niveau des percussions, change pour un clavier 2-3 dans la section B de la pièce. Puis, au retour du A, on revient 3-2. Donc, passer de l'un à l'autre, c'est une belle façon de le travailler. Et d'être constant dans son jeu aussi. Je sais qu'on peut faire une bossa nova un petit peu plus ludique, moins traditionnelle, et s'amuser avec le rythme du rime là, à la caisse claire. C'est correct aussi. Mais je pense qu'au début, c'est bien, avant d'aller là, c'est bien de maîtriser le rythme d'une des deux façons, ensuite de l'autre façon, et puis après ça, en faire ce que l'on veut si vous le désirez. Là, mais avant tout, vraiment pouvoir reconnaître ce que c'est qu'un clavier 3-2 ou un clavier 2-3. Donc, passer de l'un à l'autre, c'est ce que je voulais dire. Alors, disons que je fais 2 motifs 2-3, un petit fil, vraiment très simple parce qu'il y a beaucoup d'actions, là, ce qui se passe. Ce que je propose comme fil, c'est toujours de faire E4, par exemple, avec une main sur le tome aigu, là. E4, puis on change, puis ça fait le travail, là. Ça délimite la phrase. Donc, 2 fois 3-2, petit fil, 2 fois 2-3, petit fil, puis on retourne. 3, 4... Puis là, on pourrait faire une boucle avec ça. Donc, vraiment être sûr qu'on est capable de faire ça.
Bien sûr, la bossa peut se faire à la ride aussi, très légère, pas trop d'accent, avec un hi-hat sur 2 et 4. À ce moment-là, on est un petit peu plus mobile au niveau des fils. On a plus d'accès là, à des toms. Si on a une main droite qui est sur la ride, on peut descendre plus facilement ici. Quand on est ici, aller là, c'est un petit peu plus fastidieux, moins naturel. Mais quand on est à la ride, on peut vraiment s'amuser. Il y a de quoi faire quelque chose d'intéressant. Bien sûr, le swing continue. Continuer des figures, faire des fils, travailler des phrases d'une mesure, 2 mesures. Vraiment s'amuser avec ça. Ça conclut pas mal le quatrième année. Mais je termine avec le carnaval du paradiddle, le défi. L'année passée, vous aviez 2-2-1, c'est-à-dire double, double, simple. Cette année, encore ça. Mais commencez sur le contretemps. Là, ça va demander un petit peu de travail de mémorisation, mais c'est très possible. Alors, je vous le fais. Double, double, simple, mais qui commence sur le contretemps. Donc, le premier accent est sur le hi-hat. Maintenant, si l'élève est capable de faire ça, no sweat, puis qu'il dit d'autres choses, vous pouvez lui dire permutation, permutation. Donc, tu permets tout ça. Le simple peut se déplacer partout. Et si ça va bien, bien sûr, on peut orchestrer ça. Et ça, c'est une chose qui est vraiment le fun à faire. C'est-à-dire que tous les accents peuvent être sur les toms. Les accents de la droite peuvent être sur le tom floor, le plus gros des 2 toms, et les accents de la gauche sur le petit. Ça va donner ceci. Double, double, simple. Donc, changeons-le. Faisons simple, double, double. Et voilà, bon défi. 5e et dernière année du programme. Un des rudiments cette année, c'est le Flamacue. Flamacue est vraiment intéressant. Ça recoupe un petit peu ce que je disais pour le flam tap plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a un flam sans accent au début, avec un accent qui suit. C'est ça le cue, c'est flam cue. C'est comme un peu une jambette, en fait. C'est vraiment trippant à faire, c'est une jambette. Donc, si on le fait en boucle, ça donne ceci. 3, 4. On peut l'alterner avec une noire. Ça devient musicalement plus intéressant. Ou avec une croche. Ou toute autre chose. Là. Vous pouvez le trouver, bien sûr, des 2 côtés. Ça, c'est important. Mais je vous propose une façon qui est à moi, que je trouve qui marie bien l'ensemble des rudiments en flamme qu'on a vus. Alors, c'est un flamacue suivi d'un flam tap, mais juste flat-à-flat, point, sans accent. Alors, c'est 4 doubles, 2 doubles croches. Flamacue, flam tap. Là, je l'ai fait 3 fois. Puis la bonne raison, c'est que la 4e fois, il change. On va faire simplement le flam accent en double croche. Et le flam accent, c'est flat, ta flat, ta fla. Donc, c'est encore le même rythme. 4 doubles, 2 doubles croches. Mais ici, il y a 3 accents dans cette dernière mesure-là. Je fais juste cette dernière mesure-là. 3 et 4 et... Ça va me permettre, cette dernière mesure-là, de changer de côté à la reprise. Et ça, c'est intéressant. Donc, je fais l'ensemble de tout ça, je le résume. Un flamacue, un petit flam tap. Tout ça donne une mesure. Je le fais 3 fois. Et ça se résume par 2 flam accents. Puis on recommence du début. Les guitaristes qui regardaient ça, là, vous n'avez aucune idée de quoi je parle, puis c'est bien correct. Je parle aux percussionnistes, puis je parle aux batteurs. 1, 1, 1.
Alors, c'est un beau petit résumé des flammes, puis un défi quand même de contrôle qui est intéressant pour la 5e année. Le nouveau rudiment aussi que l'on voit dans cette leçon-là, c'est le paradiddle diddle. C'est intéressant, très utilisé à la batterie, tellement qu'on va le revoir un petit peu plus loin là, dans cette leçon-là. Mais pour l'instant, laissez-moi vous jouer une petite combinaison que Alfred fait à la page 23. Il utilise le paradiddle diddle, même le flamme paradiddle diddle. Il est en 6-8. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bien sûr, c'est un peu lent. Hein? Si je le fais un petit peu plus rapide, ça va vous donner l'idée derrière ça. Là. Alors, il y a plusieurs rudiments de cachés là-dedans. Il y a un rat 5, il y a un 4-stroke roll, il y a un paradiddle diddle, il y a un flamme paradiddle diddle, il y a des flammes tap. C'est riche en mouvement. Dans les grooves rock, rendu en 5e année, notre pied droit est un petit peu plus habile. On a développé de la coordination, de l'indépendance, de la force aussi, de l'habileté, de l'agilité. Donc, on peut se permettre d'en mettre un petit peu plus. Et on retrouve dans la technique de batterie, à la page 111, des exercices, enfin, ce sont des grooves rock, là, avec une exigence à la grosse caisse qui est intéressante. Alors, un exemple de ça serait le numéro 8, je vous le fais, là, de la page 111. 3 et 4 et... Donc, la grosse caisse est vraiment un petit peu plus sollicitée. Mettre l'emphase sur le fait que quand il y a 2 sons d'enfilé, le deuxième est souvent, ou même voire tout le temps, un peu plus fort, le premier un peu moins, bo-bum, plutôt que bo-bum. Donc, mettre vraiment un emphase sur le deuxième. On finit par s'habituer à ça. Et quand on fait ce genre de groove-là à la ride, on va garder ici le pied gauche qui fait des noirs, par exemple. Hein? 3 et 4 et... Donc, gardez le pied là, qui ne jouerait pas si on lui donnait rien à jouer. Enfin, c'est sûr. Mais si, comme la main droite n'est plus au hi-hat, ben, il est disponible pour marquer le temps. Quand on fait des fils dans ce genre de texte-là ou de contexte-là, c'est important aussi de garder le hi-hat. Au même titre que dans le swing, quand on fait un fil, on garde le hi-hat sur 2 et 4. Ça donne des repères à l'ensemble des musiciens qui nous entourent, mais aussi pour nous, ça nous fait garder le rythme. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment intéressant. Puisqu'on en parle, parlons-en pour vrai, dans le swing, si je fais, par exemple, une mesure de fil, je vais garder le hi-hat. Si j'en fais 2, je vais garder le hi-hat aussi. Puis 4, ben, je vais sûrement garder le hi-hat. Puis là, quand on a 4 mesures de fil à faire dans un rythme swing, c'est souvent, au tout début, c'est souvent un peu, je ne sais pas trop quoi faire, ou bien ça sonne un peu trop rock, ou il faut comme donner des pistes. Alors, les pistes que je vous ai données à date, c'est de faire des croches avec des silences, changer les surfaces. Ça reste. Mais quand on a 4 mesures à faire, ça peut vite sonner pizza all dress, là, un peu de tout. Là. Alors, simplement pour l'organiser, pour que ce soit musicalement intéressant aussi, c'est de faire un motif d'une mesure et de le répéter sur chacune des surfaces. Ici, j'ai 3 surfaces, puis c'est un setup qui est standard. Mais si j'en avais 4, ce serait facile. Je ferais une mesure de caisse claire, une mesure de tome 1, tome 2, tome 3. Ça me fait 4 mesures. Mais ici, à 3, je trouve ça encore plus intéressant parce que ça me donne l'opportunité de faire une première mesure ici, une deuxième, une troisième, puis la quatrième, là, faire un all dress. Finir avec un petit feu d'artifice. Là. Donc, bon,
C'est un petit feu d'artifice, mais c'est quand même un feu d'artifice. Il faut savoir le reconnaître. Donc, je fais un beat swing, puis un fil vraiment très simple. Juste des croches, des silences. Puis il y a des noirs au travers. Puis c'est vraiment très, très simple. Alors, c'est quelque chose de très, très simple. C'est une phrase qui me vient comme ça. Ta, da, 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 da. Ça peut être n'importe quelle autre phrase, mais qu'on répète sur chacune des surfaces, puis la quatrième fois, vraiment on le dresse. Une autre façon de faire un fil de 4 mesures, hein, qui pourrait servir à faire des trades, par exemple, c'est d'utiliser un doigté que je n'ai pas parlé encore, c'est celui de faire droite, gauche, gauche, en triolet. Toujours en triolet. Ta, da, da, ta, da, da, ta. La main droite a des accents comme ça. Alors, si je fais ça pendant 4 mesures, c'est un peu long, mais c'est quand même, demeure pas moins que c'est un exercice qui est intéressant. Je le fais. Alors, c'est un peu déroutant dans la structure de la phrase parce qu'il y a 3 surfaces, mais on peut vraiment s'amuser autour de ça et faire des choses peut-être plus structurées dans les 4 mesures, telles... Alors là, on sentait, c'est exactement le même doigté, mais l'orchestration faisait qu'on sentait beaucoup plus la phrase. Alors, c'est ou bien qu'on aime ça, ou bien on aime moins ça, ou bien on peut se permettre de faire des phrases qui débordent sur les mesures. Un autre doigté qui est intéressant, c'est le paradiddle-diddle, justement. Et lui, il tombe bien. On garde les diddles sur la caisse claire, puis les accents, eux, peuvent aller partout. À la caisse claire, au tom, au cymbale, ça peut aller vraiment partout. C'est un doigté vraiment passe-partout. On laissait ça. Alors, juste le doigté du paradiddle-diddle, puis on s'amuse au niveau des surfaces. Alors, bien entendu, on peut aussi mélanger tout ça. Ça donnerait ceci. Ça peut devenir quelque chose de très intéressant. Puis là, à partir de là, sky is the limit. En terminant la 5e année, je vais vous parler un peu de comment je vois le jeu de ballet. Alors, les ballets, il y en a toutes sortes, là, mais moi, j'utilise principalement celle-ci. Il y en a d'autres que j'ai aussi, mais bon, enfin, pas vraiment l'importance. Ce qu'il faut faire, c'est mettre les broches pas trop larges, pas trop minces. Ce sera un peu mince, ce sera un peu large. Donc, vraiment entre les deux, sont moins dans les jambes. Je commence toujours par dire à mes élèves que les broches ou les balais, c'est un peu comme faire de la peinture, en fait. Les baguettes, c'est des points. On fait toujours des points. On fait des points partout. C'est du pointillisme. Hein? Il y a des petits puis il y a des gros points. Mais c'est des points. Ça, il y a des points. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des lignes. Puis il y a des ronds. Puis il y a des ronds qui sont un petit peu plus gras. Puis il y a des lignes plus grasses aussi. Puis il y a beaucoup de sons qu'on peut faire juste en mouvement latéral. Donc, c'est tout un jeu de mouvement latéral. Et la première chose qui est importante, c'est de prendre conscience que le mouvement crée un rythme. Et là, il s'agit simplement de prendre un ballet puis de faire
un rond sur la caisse claire, puis on écoute le rythme. Il va y avoir une pulsation dedans. Je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais clairement, quand je suis ici, il y a beaucoup de sons. Ici, il y en a très peu. Ici, il y a un petit « puis ici, il y en a très peu. Donc, il y a comme 3 sons. Ça fait un peu bizarre de faire ça comme ça, là, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc, et c'est provoqué par le contact, le grand contact qu'il y a avec les balais ici. Le contact pas mal, mais un peu moins quand même ici. Et quand je viens dans ce sens-là, il y a beaucoup moins de son. Je suis dans le sens des broches, là, des petites tiges de métal. Donc, ça donne déjà un rythme. Quand on a une balade à faire, par exemple, on se sert de ce mouvement-là pour aller chercher la pulsation de la balade. Si elle fait un, ta, ta. On a déjà quelque chose d'intéressant. 4 et 1, 2. Si je rajoute la main gauche, je fais 2 ronds. En fait, je rapetisse un peu mon rond puisque j'ai 2 balais qui se partagent la même surface. Je peux m'amuser au niveau du contact et donner un plus grand appui sur 1, 2, 3, 4. Je peux faire toutes sortes de mouvements dans la mesure où il y a une pulsation dans le mouvement. Accompagné de hi-hat. Il y a de belles choses à faire avec les balais. Donc, la balade, ça pourrait ressembler à ceci. Ça peut être plus lent que ça. À ce moment-là, on prend plus d'espace. Hein? Si c'était 3, 4, 3, 4, 1, etc. On l'utilise aussi dans le swing. Ça arrive qu'on fasse des rythmes swing. Et ici, les 2 mains auront 2 fonctions. La main droite, principalement, c'est la main qui fait le rythme de swing à la ride. Donc, on va le garder à la caisse classe. On va faire... Il y a plusieurs façons de le faire, là, puis il n'y a pas une façon meilleure que les autres. Il y a juste plusieurs façons de faire. Moi, je le fais 1, 2 et 3, 4 et 1. Certains font l'inverse. Certains d'autres rajoutent des mouvements à l'intérieur. Mais moi, personnellement, ça tombe bien. Mais dans la mesure où le swing est là, il n'y a pas de mauvaise et de bonne façon. Là. Il y a juste ça swing ou ça swing pas. Donc, si on fait 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, c'est déjà bien. La main gauche, elle va remplir là-dedans en faisant des cercles. Moi, je l'ai fait dans le sens horaire, mais ça peut être aussi dans le sens anti-horaire. Ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai des élèves qui jouent comme ça, puis des élèves qui jouent comme ça. On dirait que le corps est fait pour aller d'un bord ou de l'autre, puis ça dépend de la personne. Donc, ça donnerait ceci. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Bien sûr, si on rajoute un hi-hat, ça donne une petite pulsation de plus. Ça vient appuyer un peu le 2e et le 4e temps. Une variation simple, c'est de faire un petit accent à la main gauche, à la même place que je mettais la caisse claire quand je disais que ça swing bien sur un « et ». On va le faire exactement à la même place. Ça va donner ceci. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 et 4. Il est sur le « et » du 3e temps, hein, juste avant le 4e temps. 1, 2 et 3. Bien sûr, on peut le faire plus vite, là. Ça pourrait donner ceci, par exemple. Et on peut s'amuser avec ça.
Un autre exercice qui est le fun à faire, qui est facile à faire aussi, c'est de compléter le quatrième temps avec un petit son à la main gauche. On va faire 1, 2 et 3, 4, ta, 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 comme un triolet sur le quatrième temps. Je ne sais pas si vous l'entendez bien, là. 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Bien sûr, c'est subtil, puis il ne faut pas abuser de ça. Si on le fait d'une manière récurrente, comme si c'était un groove, c'est moins intéressant, je trouve. Mais on peut vraiment le faire sporadiquement. Laisser finalement le corps le sortir quand il est prêt à le sortir, en réaction avec quelque chose. Et puis, bien entendu, on peut combiner ces deux actions-là, c'est-à-dire le 3 et puis le petit triolet de la fin. Ça donnerait ceci. 2 et 3. Excusez-moi, je le refais. 1, 2 et 3. Un petit peu plus vite. Il y a comme des vitesses où ça swing plus que d'autres. Et là, c'est un bel exemple. Donc, on peut s'amuser avec ça, faire l'un, faire l'autre, faire les deux en même temps. Comme un boxeur, pas toujours faire le même coup à la même place. L'adversaire va toujours se méfier. Il va vous voir venir. Donc, laissez libre, être libre de faire ce qui nous passe par la tête au moment où ça nous passe. C'est ça la beauté de la musique, en fait. Pour terminer, le petit défi carnaval, c'est votre dernier défi. C'est un carnaval de paradiddle, donc on va faire les 3 rudiments en diddle, un à la suite de l'autre. Dans l'ordre, on les a appris simple, double, paradiddle, diddle. Donc si on fait tout ça ensemble, un simple, un double, un paradiddle, diddle, on a un mouvement qui est vraiment intéressant. Ça rentre dans une mesure en 4/4, en double croche. Et puis, on peut... ce qui est intéressant dans celui-ci, particulièrement, c'est qu'il ne change pas de côté. Donc, il est très applicable au niveau de la batterie. Je le fais. Simple, double, paradiddle, diddle. Bien sûr, les permutations sont aussi bonnes. On peut faire double, paradiddle, diddle, simple, etc. Les combinaisons sont plus grandes parce qu'il y a 3 éléments plutôt que 2. Hein? Jusqu'à date, on avait seulement des simples ou des doubles. Là, on a des simples, des doubles, des paradiddle, diddle. Donc, c'est intéressant. On peut bien sûr orchestrer ça. On peut mettre des cymbales. On peut vraiment s'amuser. Si un élève est vraiment capable de faire ça facilement, super, vous avez un bon élève. C'est vraiment très bien, puis ça prouve qu'il a bien travaillé. Vous pouvez changer le rythme de la grosse caisse, donc, et du hi-hat aussi. Et là, c'est sky's the limit. C'est vous qui allez décider, en fait. Mais la prochaine étape que moi je donne à mes élèves, c'est plutôt que de faire ceci, je vais leur demander de faire avec la grosse caisse qu'on rencontre dans la samba ou plus lentement là, dans ces vitesses-là à la bossa nova. Insister sur le fait que les 2 coups ne sont pas égaux. Le premier est doux, le deuxième est plus fort. Donc, on a vraiment boum, ta-dam, ta-dam, ce mouvement-là. Et puis, on met les mains bien ensemble avec les mains avec ces pieds-là. Là. Donc, je vous fais le simple, double, paradiddle, diddle. Permutation, commencez-le sur le contretemps, amusez-vous. Si ça va bien, faites un autre rythme, inventez-vous-en un, ayez du plaisir.
C'était un plaisir de faire cette captation vidéo-là. J'espère avoir répondu à la majorité de vos questions, à tout le moins. Si vous en avez d'autres, des questions, on est à l'ère de la communication. Alors, on se communique. Je suis toujours ouvert. Mon nom est Gabriel Dionne. Ça me fait vraiment plaisir. Merci.